Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Le Togo se dote d'un guichet unique non fiscal pour le secteur maritime. L'émission de cet outil à découvrir dans cette édition. La Somalie fait face à une sécheresse sans précédent. La situation humanitaire se détériore dangereusement. L'agence humanitaire de l'ONU au Tchad tire la sonnette d'alarme sur cette situation critique. Et puis, élection au Chili où le scrutin s'annonce indécis mais crucial pour le pays. Par contre, au Venezuela, c'est la première fois depuis 2017 que l'opposition participe au scrutin. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le guichet unique des recettes non fiscales du secteur maritime vient d'être officiellement acté par le gouvernement. Réuni vendredi en Conseil des ministres, l'exécutif a entériné par l'adoption d'un projet de décret la création de cette plateforme. Juliette Kamdé. Dans le détail, ce guichet, qui devrait être similaire à celui du commerce extérieur mis en œuvre depuis 2014, va répondre à un triple objectif. D'abord, proposer un point de paiement unique aux opérateurs en le dématérialisant. Ensuite, s'assurer de l'effectivité de la collecte de plusieurs redevances et amendes. Et enfin, faciliter les analyses en matière de performance portuaire. Cette mise à jour en termes logistiques répond non seulement à la politique de la dématérialisation des opérations enclenchées au port de Lomé, mais aussi à l'ambition de l'exécutif de faire de la plateforme portuaire de Lomé un hub logistique continental. Des précisions avec le ministre Akoda Aïwadan, porte-parole du gouvernement. Le port de Lomé a plus que triplé ses activités ces dernières années, notamment sur le segment du transbordement où il s'est classé deuxième en Afrique subsaharienne en 2019. En 2020, malgré le ralentissement de l'activité économique engendré par la pandémie de Covid-19, l'infrastructure a néanmoins enregistré une hausse de 12% de son trafic. Autre sujet de cette édition, le Togo a bouclé avec succès vendredi une nouvelle opération sur le marché financier régional. Le pays qui était en quête de 50 milliards de fonds CFA a réussi à mobiliser en tout 55 milliards. Cette première sortie sur le marché pour le compte du dernier trimestre de l'année en cours a confirmé une fois encore l'engouement des investisseurs. En effet, le pays a enregistré 132 milliards de francs CFA en termes de souscription, soit plus du double du montant attendu, ce qui correspond à un taux de couverture de 265,82%. Les ressources engagées devraient permettre au pays de soutenir son plan de relance économique post-Covid-19. Avec cette nouvelle sortie réussie, le Trésor porte à 557 milliards de francs CFA le montant total des fonds levés depuis le début de l'année. L'actualité, c'est également la journée mondiale de la télévision qui est célébrée ce 21 novembre, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 pour encourager des échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique, l'amélioration de l'échange culturel. Retrouvons Juliette Kamdé. L'UNESCO reconnaît l'importance de la télévision en tant que premier moyen de communication et passage normal de l'information de masse. Ceci est d'autant plus important dans les pays les moins développés. La télévision joue un véritable rôle en ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance et constitue un puissant outil réflectant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. Les programmes, y compris le Programme international pour le développement de la communication, donnent la priorité à l'encouragement
l'encouragement de la liberté d'expression et au renforcement de la diversité culturelle dans les médias, en particulier en améliorant les capacités endogènes de production et en soutenant la distribution de programmes audiovisuels de qualité. La création et la diffusion de contenu local reflétant les valeurs et l'expérience des communautés et des cultures locales sont nécessaires à la conservation de la diversité culturelle. La tâche du programme de l'UNESCO pour la création de contenu de réaliser non seulement une programmation de télévision de qualité, mais de manière importante, augmente la production de contenu local reflétant de telles valeurs. La stratégie du programme est réalisée grâce au pourvoi de formation, au financement de production locale et à l'établissement de plateformes destinées à la diffusion de contenu local pour les auteurs, les producteurs et les animateurs de télévision. L'institution onusienne croit fortement qu'une programmation télévisée de haute qualité et soutenue résulte en un public intéressé et bien informé, avec la possibilité de participer à des discussions publiques et de se démener pour des questions d'ordre politique et d'intérêt commun, et donc soulageant le rôle crucial de la télévision tout en favorisant la démocratie. Elle encourage les institutions de radio-télévision ainsi que d'autres partenaires des médias à unir leurs mains et à célébrer la journée mondiale de la télévision. Merci à toi, Juliette Kamdé. Une autre journée, celle mondiale de l'enfance, qui a été célébrée hier. À cette occasion, UNICEF Togo a remis les prix aux 5 lauréats ayant soumis les meilleurs projets de développement. Ce sont des chèques de 500 000 francs CFA pour permettre à ces jeunes de bien mener leurs projets sociaux à travers tout le territoire national. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'engagement social de l'UNICEF dans la promotion et l'accompagnement des enfants à travers le monde, au Togo en particulier. Aïssata Ba Sidibé, représentante de l'UNICEF au Togo. Nous, en tant que porte-parole de ces enfants, nous nous assurons que leur demande d'un futur meilleur dans un monde meilleur soit répercutée à tous les niveaux. Ces enfants, aujourd'hui, sont eux-mêmes acteurs de la création de ce monde meilleur et il faut donc les écouter et les laisser nous interpeller, nous proposer aussi leur vision et construire avec eux la vision de demain, parce que dans 30 ans, c'est eux qui seront parmi les autorités des différents pays. Placée cette année sous le thème « Un avenir meilleur pour chaque enfant », cette journée est instaurée depuis 1954 pour promouvoir le respect des enfants. Pour le ministre en charge de l'action sociale, Adjo Villonou Apedo, il est important de donner la possibilité aux enfants de réaliser leurs rêves. Au vu des enjeux et défis auxquels le monde fait face aujourd'hui, il est plus qu'important de prendre en compte les aspirations des jeunes en leur donnant aussi les moyens de réaliser leur engagement social. Nous devons les écouter et prendre en compte ce qu'ils veulent dans la conception d'un monde meilleur tout en ne baissant pas la garde devant notre responsabilité de parents ou d'éducateurs par laquelle nous sommes appelés à encadrer leurs rêves. Ce qui rassure le plus, c'est le Code de l'enfant qui offre la protection juridique fiable à nos enfants en prenant en compte les instruments internationaux auxquels le Togo est parti. Créer un futur meilleur pour chaque enfant togolais ne doit pas être perçu comme un rêve ni comme un acte solitaire, mais comme un réflexe, un sursaut partagé par tous pour garantir un avenir sûr à tous les enfants. Avenir où les droits et les besoins les plus élémentaires et fondamentaux sont pris en compte avec la garantie pérenne et durable que tous les enfants sont protégés contre toute forme d'abus et de violence. Une exposition photo a eu lieu en marge des activités. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, le Niger va acheter du matériel militaire à la Turquie, notamment des drones. L'information a été confirmée par les deux présidences à l'issue d'un entretien téléphonique cette semaine entre Recep Tayyip Erdogan et son homologue nigérien Mohamed Bazoum. Avec cette annonce, la Turquie confirme sa position d'acteur majeur sur le marché international des drones. Au Burkina Faso, la journée d'hier a été tendue autour de la base
l'église où s'est installé le convoi de l'armée française. Des manifestants ont tenté d'accéder au site. Les soldats français ont effectué des tirs de sommation pour les en éloigner. Le gouverneur de la région de Kaya s'est rendu par 2 fois sur place pour tenter de désamorcer la crise et permettre au convoi de revenir sur Ouagadougou. Il n'y a eu aucun blessé du fait de l'action française selon l'état-major français. Je le disais en titre, en Somalie, l'inquiétude monte car la sécheresse perdure à travers le pays. Hier, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble a annoncé la formation d'un comité composé de 7 membres du gouvernement chargé d'atténuer les conséquences du phénomène climatique sur la population et le bétail. Plus tôt dans la semaine, les communiqués s'étaient déjà multipliés pour tirer la sonnette d'alarme sur une situation humanitaire critique. Retrouvons Juliette Kamdé. Les Somaliens étaient déjà affectés par des décennies de conflits, des invasions récurrentes de criquets pèlerins ou encore la pandémie de Covid-19. Désormais, la sécheresse et les pénuries d'eau aggravent encore plus la situation dans le pays. L'agence humanitaire de l'ONU ainsi que celle en charge de l'alimentation et de l'agriculture ont toutes les deux alerté sur la menace d'une aggravation rapide de la sécheresse, alors que près de 2,3 millions de personnes souffrent déjà des pénuries d'eau selon l'OCHA. En novembre, on s'attendait à avoir le début de la saison des pluies, mais elle n'a toujours pas commencé, ce qui veut dire que les Somaliens vont louper une 4e saison des pluies consécutives. La situation est critique, alerte Ian Ridley, le chef du bureau humanitaire de l'ONU. Au total, on estime que près de 100 000 personnes ont déjà fui leur foyer pour trouver de l'eau, que ce soit pour leur propre consommation ou pour leur bétail. Les animaux meurent et les récoltes s'amoindrissent gravement. Une situation qui s'aggrave, comme le confirme Etienne Peters-Schmidt, représentant de la FAO en Somalie. D'après les prédictions météorologiques, les prochaines saisons de pluie ne s'annoncent pas bonnes. On risque d'avoir encore de maigres récoltes l'année prochaine et de continuer à voir le bétail mourir, le tout engendrant des pertes de mode de vie, mais aussi une hausse des prix, déplore-t-il. On a déjà vu le maïs et le sorgho augmenter de 30 à 60% dans certaines régions. Les projections sont donc pessimistes. On veut tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. La situation inquiète d'autant plus que ces sécheresses sont de plus en plus récurrentes en Somalie. L'agence humanitaire de l'ONU estime d'ailleurs que si les précipitations à venir ne sont pas suffisantes, le nombre de personnes dans le besoin d'une assistance humanitaire pourrait passer de 5,9 millions actuellement à 7,7 millions en 2022. Alors que 71% des Somaliens vivent déjà sous le seuil de pauvreté. L'OCHA et la FAO ont donc lancé un appel aux dons. Au Venezuela, les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui. Ils doivent choisir leur maire, leurs conseillers municipaux ainsi que les gouverneurs des 23 États du pays. Pour la première fois depuis 2017, l'opposition participe au scrutin. C'est loin des résultats des négociations entamées au Mexique entre le gouvernement du président Nicolás Maduro et l'opposition. On vote également ce dimanche au Chili. Ce sont les élections présidentielles et législatives les plus importantes depuis près de 30 ans. 15 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler le Congrès décidé qui remplacera le très impopulaire président de droite Sebastián Piñera à la tête du pays. Un jeune candidat de gauche, Gabriel Boric, et un candidat d'extrême droite, José Antonio Cast, sont donnés favoris pour l'instant, mais le résultat du vote s'annonce d'ores et déjà très incertain. Pays-Bas, nouvelle journée de manifestation contre le pass sanitaire. Les Néerlandais sont très remontés contre l'instauration d'un nouveau couvre-feu pour les restaurants et cafés. L'instauration d'un pass sanitaire fait aussi partie des mesures récusées par les protestataires la journée de samedi. Puis la soirée ont été marquées par de nouvelles manifestations dans plusieurs localités et notamment à La Haye où siège l'exécutif. Elles n'ont cependant pas atteint le niveau de violence de la soirée de vendredi.
En Afrique du Sud, les funérailles de l'ancien président Frédéric de Klerk se déroulent ce dimanche. Le dernier chef d'État du régime de l'apartheid et prix Nobel de la paix aux côtés de Nelson Mandela est décédé le 11 novembre dernier à l'âge de 85 ans des suites d'un cancer des poumons. Sa crémation et ses obsèques se dérouleront en privé, en famille et sans médias, alors que la figure de Frédéric de Klerk reste très controversée dans le pays. Et puis, nécrologie, notre confrère Stanislas Ndayishimiye est décédé, né en 1962 dans le centre du Burundi. Il vivait en France depuis 28 ans. Il était devenu l'une des voix de Radio France Internationale. Lorsque, en 1993, Stanislas obtient une bourse pour faire sa formation de journaliste à Paris, il ne sait pas encore qu'il ne retournera jamais au Burundi, car peu après son arrivée en France, éclate la guerre civile. On tue dans les rues de Bujumbura. Il décide alors de rester à Paris. Il demande l'asile et l'obtient. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rappel des titres. Le Togo se dote d'un guichet unique non fiscal pour le secteur maritime. Vous avez suivi dans cette édition l'émission de Sotouti. La Somalie fait face à une sécheresse sans précédent. La situation humanitaire se détériore dangereusement. L'agence humanitaire de l'ONU-OCHA tire la sonnette d'alarme sur cette situation critique. Et puis, élection au Chili où le scrutin s'annonce indécis mais crucial pour le pays. Par contre, au Venezuela, c'est la première fois depuis 2017 que l'opposition participe au scrutin. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg